Très bien. Donc nous venons de faire cette première semaine. C'est vrai qu'on n'est pas nombreux, donc ça va me permettre, pardon, de faire un petit tour de table. Il arrive d'avoir des classes où on est parfois 10, donc je ne le fais pas. Donc j'ai quand même vu sur sur le Padlet, pardon, que vos différentes présentations, mais d'avoir de vive voix le domaine dans lequel vous exercez et ce qui vous amène principalement dans cette formation, ça permettra de mieux se connaître. On commence par Sébastien. Ok, bah Sébastien, moi je suis chef de projet en informatique industrielle. Je suis actuellement en recherche d'emploi parce que où je travaillais, ça c'est fermé pour raisons économiques. Je fais cette formation dans le cadre du CSP que je fais. Et le but, c'est un peu valider par une formation tout ce que j'ai pu faire en tant que chef de projet, on va dire autodidacte. Très bien, c'est louable. Voilà. Merci Sébastien. Delphine? Oui, alors moi je suis assistante virtuelle, indépendante. Donc en fait j'ai travaillé, j'ai 30 ans d'expérience dans différents domaines et différentes activités. Dernièrement j'étais depuis 10 ans en poste en tant qu'assistante commerciale dans une entreprise de maintenance d'ascenseurs. Et puis au bout de 10 ans, comme il n'y avait pas d'évolution possible, je me suis un petit peu fatiguée, j'en ai eu un petit peu ras-le-bol, et je me suis dit: «Pourquoi pas faire ça, mais à mon compte?» Voilà, donc il y a 1 an, en fait, j'ai mis en place mon entreprise il y a 1 an parce qu'un client est venu me chercher, pour faire ce travail. Et hem et voilà, et donc j'ai eu une mission de 7 mois avec ce client, et là maintenant, bah, je structure mon entreprise, plus précisément, pour pouvoir le faire avec d'autres clients. Et donc la gestion de projet vient, dans mes activités, déjà pour, pouvoir, comment dire? Créer mes produits, c'est-à-dire, proposer certains produits à mes clients, comme le projet que j'ai proposé, la structuration d'un back office, hein. C'est des choses que moi je faisais, mais que je faisais, je vais dire «gracieusement» entre guillemets, parce que, je les faisais au fil de l'eau et au taux horaire. Voilà, et donc maintenant j'aimerais le proposer, de manière distincte, en tant que produit, en tant que tel. Voilà, et donc déjà dans ce premier temps-là, pouvoir, élaborer une liste de produits à vendre, et dans un deuxième temps, proposer, l'activité en tant que telle, c'est-à-dire gestion de projet, de n'importe quel projet pour un client, potentiel. Ok, très bien compris. C'est tout à fait éligible, oui. Jennifer? Oui. Alors moi, je suis actuellement consultante SAP. Alors je suis sur Toulouse, mais je suis pas dans l'aéronautique. Je C'est rare. suis en mission chez Orange. Je fais du paramétrage, et puis faire cette formation, ce serait l'envie d'évoluer vers un poste de chef de projet. Voilà, pas forcément dans l'informatique. Voilà. Bon. Mais je pense que le vocabulaire que tu utilises, Joy, est orienté un peu informatique, non? Oui, en effet. Quand... J'essaie d'être le plus large possible quand même. Mais bon, enfin, je veux dire, ça marche pour pour tous les domaines. Oui. Donc, il y a pas de... Voilà. Donc, Merci Jennifer. Frédéric? Bonjour à tous. Donc, moi, je suis architecte d'intérieur depuis 27 ans maintenant. Et il y a 3 ans, avec ma femme, on a créé notre entreprise affiliée à une franchise spécialisée dans l'adaptation du domicile senior et PMR. Et en même temps, on avait une autre entité liée qui faisait de la distribution de matériel sanitaire et affiliée à une licence de marque aussi. Et en fait, on ne s'est pas entendu avec la franchise. Et du coup, je suis en train de fermer l'entreprise. J'attends la liquidation judiciaire.
Et du coup, voilà, j'ai une expérience avant de pilote de projet pendant quelques années, pendant 17 ans. Et je me suis dit que c'était quand même intéressant de pouvoir me mettre à jour, voilà, sur des termes, sur tout ça. Et si en plus je peux avoir la certification, c'est pas plus mal. Très bien. Merci Frédéric et merci à tous pour vos présentations. Alors, je vais partager mon écran, comme ça on va retracer un petit peu les notions de la semaine. Ça ne vous empêche pas, pardon, de m'interrompre si vous avez des questions en chemin. Le but est qu'on puisse échanger dessus. Tout ce qui est présenté là, vous l'avez vu cette semaine, mais j'essaie d'insister sur des choses qui sont peut-être plus importantes et le fait que je l'explique de vive voix vous permet aussi peut-être de voir des choses que vous n'avez pas forcément vues sur la plateforme. C'est vrai que j'attaque la formation aussi avec ces acteurs du projet. C'est peut-être pas la première chose qu'on fait quand on démarre un projet, de dire qui va faire quoi. Mais c'est important lorsque le projet démarre, lorsque le projet est en route, d'avoir vraiment cette typologie de personnes dans un projet. Tous les rôles qui sont présentés à l'écran ne sont pas tous indispensables. On peut s'affranchir parfois de ne pas avoir un chef d'équipe, parce que peut-être que le chef de projet va faire aussi chef d'équipe, ni même de support projet, parce que le chef de projet peut aussi le faire. Mais il est important au moins de se dire que s'il n'existe pas, qui le fait, et surtout de mettre un qui fait quoi. Je vais souvent le dire dans la formation et je vais souvent le dire aussi durant les classes virtuelles, le chef de projet n'est pas responsable de tout. C'est quelque chose qui est important à assimiler puisque lorsqu'un projet démarre, on a souvent tendance à dire que lorsqu'il y a un problème, c'est à cause du chef de projet. Non. À vous, chef de projet, de responsabiliser les activités au travers de ces différents rôles et peut-être d'autres qui sont sous-jacents à ces acteurs que je liste à l'écran. Ce qui est surtout important de savoir, c'est que le commanditaire doit être vraiment identifié comme un point central d'entrée par rapport au projet. C'est important de pouvoir identifier qui est la personne qui est initiateur du projet, qui est un petit peu aussi le décisionnaire ultime. Le rôle de commanditaire est vraiment unique et il ne devrait pas être partagé. Ça veut dire que le commanditaire ne doit endosser que ce rôle-là. Mais il y a des cas d'exception. Il existe des projets qui sont d'ordre familiaux, où j'ai eu le cas aussi d'une apprenante qui montait une structure de type fête foraine dans un village, où elle travaillait avec son mari et sa tante. Donc difficile de ne pas être commanditaire et chef de projet, mais ça reste une exception. Tout ce qui est important de savoir, c'est que lorsqu'on est commanditaire et qu'on doit endosser un autre rôle, si on doit prendre une décision, il faut la prendre en prenant peut-être en compte des conseils qui viennent d'autres parties dans le projet. Ça permet d'avoir une certaine légitimité et pas juste être un monarque de droit divin, par exemple. Le but est surtout de pouvoir s'assurer qu'on prend les bonnes décisions et qu'on prend la bonne direction. Je ne vais pas détailler tous les rôles dans le projet, mais ce qu'il est important de savoir aussi, c'est que dans les acteurs du projet, on a des rôles qui sont plus estampillés clients et d'autres rôles qui sont plus estampillés fournisseurs du projet. Les rôles clients, commanditaires, responsables utilisateurs sont vraiment des rôles pour lesquels on va recevoir du projet. C'est-à-dire on attend quelque chose du projet, on attend que des produits, des services nous soient fournis. En revanche, responsables fournisseurs, chef d'équipe, chef de projet, support projet sont plus des rôles fournisseurs. On est dans la catégorie où on va fournir des services, des produits pour le projet et donc pour le client. Donc généralement, on ne peut pas endosser un rôle à la fois fournisseur et à la fois client dans un projet. On peut être chef de projet et chef d'équipe, chef de projet et support projet, et même être chef de projet et responsable fournisseur. C'est quelque chose qui peut arriver, ça dépend des cas. Ça dépend vraiment du contexte dans lequel vous évoluez. Et pour l'autorité de changement, c'est simplement qu'on a un collège de personnes qui est en capacité de prendre une décision. Généralement, le commanditaire en fait partie. Ça va aussi dépendre des contextes d'entreprise, mais ce n'est pas une absolue nécessité. Est-ce que vous avez des questions par rapport aux acteurs du projet? Est-ce que c'est clair pour vous? Oui, c'est très clair. Oui, j'avais une question au niveau tu en parlais là, de l'autorité de changement. Oui. J'ai pas bien compris en fait ce que j'ai compris, c'est que c'était quand même une équipe qui décidait oui ou non du changement qu'on leur soumettait.
En revanche, j'ai pas compris d'où venaient ces personnes en fait. Et elles étaient nommées, mais par qui et comment comment ces personnes rentrent dans cette autorité de changement? En effet. Alors tout dépend de comment l'entreprise est organisée. Je vais parler des cas que j'ai rencontrés. J'ai eu dans certaines entreprises, j'en ai eu une pour laquelle l'autorité de changement, elle est, fixe dans l'entreprise et pour tous les projets. Ça veut dire que l'entreprise était suffisamment grande, pour qu'en fait, il y a un organisme de personnes, dans l'entreprise qui est dédié, donc ils font, je pense, d'autres choses, mais chaque mois ou chaque semaine ou chaque 2 semaines, ils passent en revue tous les changements qui leur sont soumis pour un projet de manière impartiale, avec les paramètres qui leur sont fournis. Ils sont capables de dire oui ou non, on autorise ce changement. Mais ce sont des personnes qui n'ont rien à voir avec le projet. Dans d'autres cas d'entreprise, ça va être le chef de projet qui va proposer des noms aux commanditaires. Il va dire ben voilà, on va commencer le projet. Je propose que vous, commanditaires, vous en fassiez partie. Sachant que c'est un projet plutôt informatique, ce serait bien que le responsable informatique fasse partie du service de la partie autorité de changement. Et comme c'est de l'informatique, mais ça touche aussi la partie, je sais pas moi, finance, on va demander au responsable de la finance de faire partie de l'autorité de changement. Des personnes qui ont un petit peu un intérêt par rapport au projet et aussi un rôle de décision et de responsabilité suffisamment haut, donc pas forcément le plus haut, mais suffisamment haut pour prendre une décision et être légitime pour prendre une décision. Je m'explique. Dans ce contexte de projet qui touche l'informatique et la finance, on va se dire que on va demander à ce que le contexte du projet évolue, puisque on s'est rendu compte en faisant, il nous faut bien ce module facturation. Par contre, pour avoir le module facturation avec ce logiciel, il faut forcément avoir un module d'édition de facture en PDF, sinon ça marche pas, et il n'avait pas été prévu. Donc, je propose en tant que chef de projet d'ajouter ce module qui va coûter tant par an, etc., etc. Quelque part, le responsable informatique a son mot à dire, puisque c'est lui qui va être à la fin responsable de l'application, de la maintenir, etc. Donc, il faut qu'il puisse être d'accord pour ça. Donc, c'est pour ça que c'est logique qu'il fasse partie de l'autorité de changement. Le responsable finance, lui, c'est une application qui est financière, on va dire, entre guillemets, ou comptabilité. Donc lui aussi, il a son mot à dire. Donc, quelque part, c'est important qu'il puisse lui aussi donner un petit peu de poids. Et le commanditaire, lui aussi, par rapport au projet. Donc, par rapport au contexte que j'expose, ça va découler de sens d'indiquer qui, quelque part, va faire partie de l'autorité de changement. Je ne peux pas proposer une règle prédéfinie en disant, pour une autorité de changement, il faut absolument que ce soit telle ou telle personne qui en fasse partie. Le commanditaire, c'est plus ou moins logique, puisque c'est la personne qui a pensé le projet, c'est vers la personne vers qui on rend des comptes. Donc, quelque part, c'est logique qu'il puisse en faire partie. Pour le reste, c'est simplement en termes de logique par rapport au contexte du projet. Oui, d'accord. J'ai fait une longue réponse, mais j'espère que ça... Non, non, c'est très clair, merci. Très bien. Si pas d'autres questions, on va passer au cahier des charges. Alors le cahier des charges, c'est, vous l'avez vu cette semaine et aussi avec un exercice, c'est un petit peu, si je devais le schématiser, une petite feuille de brouillon qu'on a griffonné lorsque le commanditaire nous a sollicité pour nous exposer un petit peu le projet qu'il veut nous confier. Donc quelque part, ça permet simplement de prendre des notes, d'avoir un minimum d'informations sur le projet, le minimum requis pour commencer à travailler sur le projet, commencer à extrapoler ce qui va être nécessaire pour faire fonctionner le projet. C'est pour ça que, en fonction des contextes, le commanditaire peut être une personne très importante, très sollicité et pour lequel il faut qu'on utilise notre temps de manière efficace. Donc lorsqu'on veut nous exposer un petit peu des détails par rapport au projet, il nous faut ce minimum requis en termes de cahier des charges. Alors j'ai schématisé volontairement la chose en termes de feuille de brouillon, puisqu'après on a cette partie contrat qui est le business case et qui lui va être plus détaillé. Et donc par rapport à ce business case, qui est la page d'après, on va avoir quasiment les mêmes éléments que le cahier des charges, mais de manière étoffée, détaillée. Ça veut dire qu'on va partir du cahier des charges, on va faire notre analyse, et on va proposer un contrat à l'entreprise, un contrat au commanditaire, qui va être, lui, précis par rapport à ce qu'on va pouvoir réaliser au sein du projet. Donc ça veut dire que d'un côté, on va avoir le cahier des charges, qui est un petit peu le desiderata, le devis, la demande du commanditaire.
Et la suite, le business case, le cas d'affaires, qui va être un peu notre analyse et ce qu'il est possible de faire. Si le commanditaire demande un produit, des services, des livrables pour 100 000 euros, vous faites votre analyse et vous vous rendez compte que pour ce qu'il demande, avec les ressources, avec le matériel, avec le coût des personnes, avec l'ensemble de ce qui est nécessaire, vous arrivez plutôt à 150 000 euros, et ben, vous savez que ce que le commanditaire veut ne sera pas pour moins de 150 000 euros. Donc, ce business case est là pour le détailler pourquoi et comment. Ensuite, va intervenir cette validation du business case. Donc oui, on le valide parce que par rapport à l'analyse, on estime que c'est possible, sur la base certainement d'un indicateur qui est important qui s'appelle le ROI, le retour sur investissement. Mais ou non, c'est trop cher. Et dans ce cas-là, on va pouvoir aller dans le détail du business case et dire peut-être, on va retirer cette partie-là ou cette partie-là, cette partie-là. Et ça permettra d'arriver à un compromis qui permettra au business case d'être validé avec modulo changement. Ce qui est important dans un business case aussi, c'est que par rapport au cahier des charges, on va avoir des éléments qui viennent en plus. Donc j'ai parlé du retour sur investissement, mais il y a aussi les risques. Retour sur investissement, c'est l'indicateur qui va permettre de mesurer que le projet est viable, c'est ce qui va permettre de mesurer que l'entreprise va pouvoir gagner de l'argent avec le projet. Donc c'est quelque part, c'est important de le dire, hein, et c'est un fait. Un ROI positif supérieur à 1% va permettre à l'entreprise de se dire j'investis des sous et je vais pouvoir les récupérer en un certain temps. Il n'y a pas que les projets qui ont un ROI positif qui sont validés. Il y a des projets de type sécurité qui sont indispensables pour une entreprise, pour lesquels on va investir des sommes, parfois colossales, pour, par exemple, renouveler son parc informatique. Imaginons que toute l'entreprise tourne sur du Windows 98. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui est certainement vieillissante. Ça veut dire que les utilisateurs avec leur machine mettent plus de temps, que l'entreprise est aussi vulnérable parce qu'elle est vulnérable au virus. L'entreprise choisit d'investir pour des nouvelles machines, ils veulent tous passer sur Mac, donc c'est un certain coût. Maintenant, qui est capable de me dire ce que ça va lui rapporter? Pas grand-chose. En termes de sous, difficile de dire, de mesurer ce que ça va rapporter. Donc c'est un bénéfice qui est non tangible, difficile de le calculer. Pour autant, l'entreprise va y aller parce qu'elle en a besoin, elle sait qu'elle veut s'affranchir de malware, de virus, de failles, et quelque part, elle veut être aussi dynamique. Elle sait que si elle a des machines performantes, si on met moins de temps à réaliser nos actions avec un ordinateur, on sera forcément plus performant. Pour autant, on ne va pas s'amuser à mesurer lorsqu'on clique sur un bouton, combien de temps on va mettre à chaque fois, ou combien de temps de moins, ce serait aussi à se pousser l'analyse trop loin. Donc, quelque part, ce type de projet sécurité vont avoir un ROI qui est totalement négatif, mais pour autant qui vont être aussi approuvés. Donc, n'ayez pas crainte par rapport à ce paramètre-là. Et enfin, les risques sont importants puisqu'ils permettent à l'entreprise de comprendre que oui, l'entreprise souhaite aller de l'avant par rapport à un projet, il y a une ambition, mais c'est pas une ambition pour laquelle on part la fleur au fusil. Il y a des risques derrière, il y a des choses, des événements qui peuvent arriver, qu'on a traduits sous forme de répercussions dans un cahier des charges et qui peuvent se traduire en risque dans le business case, et pour lesquels on apporte aussi une réponse. Donc c'est toujours bien d'associer un risque avec une réponse. Ça permet de ne pas laisser l'entreprise dans le flou, mais ça permet aussi de rendre votre projet plus légitime en disant, ben voilà, on veut réaliser ce projet, attention, il peut arriver ça, mais attention, s'il arrive ça, je prévois ça. Est-ce que vous avez des questions par rapport au cahier des charges, par rapport au business case? C'est bon. Enfin, le volet communication. Le volet communication, c'est la journée d'aujourd'hui. Elle se traduit par deux outils que j'ai proposés sur la plateforme. Oui. Excuse-moi. J'avais une question aussi par rapport au business case. Oui, dis-moi. C'est une question que j'ai mise sur le Padlet. Ou dans le module S1J3, construire un business case solide pour guider ses actions, au chapitre les éléments business case. À la page coût du projet, il y a
il y a un endroit où c'est marqué les coûts d'opportunité liés à l'utilisation des ressources. Qu'est-ce que c'est que les coûts d'opportunité? Alors, les coûts d'opportunité liés à l'utilisation des ressources. Il faut que je regarde tout le contexte de la page. Je regarderai. Je viens de voir ton post sur Padlet. Coûts d'opportunité liés à l'utilisation des ressources. Alors, l'utilisation des ressources, j'imagine que... Enfin, alors, même pas j'imagine, hein, tout vient de moi, donc j'ai forcément écrit ça pour une raison particulière, mais je dois prendre peut-être l'ensemble du contexte pour mieux te répondre et pas dire de bêtises. Pas de souci, pas de souci. C'est tout, c'était la seule question. Pas de souci, merci Delphine. Par rapport à la communication, donc matrice et plan, donc pour la matrice, c'est un outil qui n'est pas forcément systématique. La matrice, elle va recenser l'ensemble des utilisateurs, l'ensemble des destinataires de communication. Les communications doivent être parfois groupées en fonction et envoyées et transmises en fonction de différents services, différents groupes de personnes, puisqu'elles vont avoir un intérêt ou pas à recevoir une information. Et c'est pour ça que la matrice existe. Elle n'est pas systématique puisque lorsque le projet est de petite envergure, lorsqu'on n'a pas forcément un volume de personnes conséquent, on va perdre autant de temps à créer cette matrice, puisqu'il s'agit de peu de personnes, que de réaliser les communications. En revanche, lorsqu'on a vraiment un volume de personnes suffisamment, enfin très conséquent, pour ne pas se perdre et pour être sûr qu'on a vraiment listé toutes les personnes qui doivent recevoir une communication, la matrice va être importante. Le plan de communication, lui, donc, qui est plutôt en bas de l'écran, au milieu de l'écran, devrait être systématique. Le plan de communication, comme son nom l'indique, va suivre le planning, le plan du projet. Donc on va suivre les différentes phases du projet, les différentes étapes, les différents jalons, et on va associer à chacun de ces jalons une communication. Donc on va déjà identifier au départ du projet quelles sont les étapes importantes du projet et se dire, ok, là c'est une étape importante, il faut qu'on communique. Et s'il y a une matrice, ce groupe de personnes-là doit recevoir ce type de communication. Donc quelque part, ça permet d'avoir ce combo, matrice et plan, lorsque la matrice est nécessaire, de pouvoir bien s'assurer que toutes les communications sont présentes, en tout cas sont listées. Le plan de communication, il existe, mais il n'est pas figé dans le temps. C'est vrai qu'on élabore le plan de communication au départ du projet. Ça veut dire qu'on pense par rapport aux différents jalons qui sont importants qu'il faut associer une communication. Mais comme tout projet, il y a une évolution dans le projet qui peut se faire. Et donc, quelque part, le plan de communication, lui, peut aussi évoluer. Ça veut dire que si on estime qu'il y a une autre échéance ou une échéance qu'on avait vue qui était peut-être estimée comme pas forcément importante, qui finalement le devient, ou une nouvelle échéance qu'on ajoute dans le planning du projet, on peut y associer aussi une communication et alimenter de nouveau ce plan de communication, l'enrichir avec cette échéance et cette communication. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce volet-là, qui est notre dernière page de la journée? C'est bon. Non. Si pas d'autres questions, je vais... Tac. La semaine prochaine, on va aborder la partie compétences et méthodes en gestion de projet. Si vous êtes tous arrivés donc à cette journée-là, enfin en tout cas à la dernière journée, vous serez donc bien libres tout ce week-end pour vous reposer et être prêts pour cette nouvelle semaine. Donc on aura la semaine prochaine, vendredi prochain, une classe virtuelle pour échanger de nouveau. Et je regarde cet après-midi, Delphine, par rapport à ta question. Ok, super. Ok. Merci à tous. Merci à beaucoup. Merci à toi. Merci. Le Excellent lien, tu week-end. vas nous l'envoyer ou ce sera dans le Padlet? Alors, je vais vous envoyer un mail lorsque j'aurai mis dans Padlet les différents donc la correction des exercices. Je vais aussi vous répondre à vos exercices puisque je suis légèrement en retard, mais ce sera fait dans l'après-midi. Donc, j'enverrai un mail lorsque j'aurai posté la correction des exercices, également donc la présentation qu'on vient de parcourir et l'enregistrement de cette visio. Super. Super. Très bien. Excellent après-midi à vous, excellent week-end et je vous dis à Merci. très bientôt. Bon week-end à tous. Merci.